Salut à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je reçois Maude Grenier, qui est la fondatrice du Temple RH. On va parler de recrutement, de marque employeur, d'inclusion en entreprise. Mais avant de démarrer, je souhaite remercier mon partenaire qui soutient cet épisode, c'est Conto, le compte pro 100% en ligne, qui promeut l'entrepreneuriat féminin, notamment à travers une initiative qui s'appelle Stronger. Alors Stronger, c'est quoi ? C'est une communauté d'entrepreneuses que vous pouvez rejoindre, à travers laquelle vous allez pouvoir retrouver des masterclass, du mentoring, des soirées networking, bref, un tas d'opportunités pour développer votre business. Pour nous rejoindre, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo et on se retrouve de l'autre côté. Salut Maude! Salut Sonia! Comment tu vas? Ça va super bien. Merci pour l'invitation. Je suis hyper contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Comme je l'ai dit, on va parler notamment de RH, mais pas que, aussi de ton parcours d'entrepreneuse, de ce qui t'a amené à monter ta boîte. Avant toute chose, je t'ai proposé un petit jeu. J'ai ramené des cartes. J'ai pas bien respecté les règles, mais... On voit un mauvais élève. Je suis team triche aux jeux de société, donc bon... Donc une petite carte dans laquelle il y a des animaux et je t'ai proposé d'en choisir quelques-unes qui te représentent. Bon, écoute, j'ai adoré ce jeu. Donc moi, je les ai divisés en deux. Donc carte émotion et carte action. Donc au niveau, on va dire, émotion, c'est la carte du rhinocéros que je montre à l'écran. Voilà. J'aurais jamais dit un rhinocéros, mais ok. C'est la carte qui dit « Tu restes vrai, authentique en toute situation ». Et donc ça, c'est une carte qui me tient particulièrement à cœur parce que je pense, une des qualités, mais qui peut être aussi un défaut, c'est de dire aux gens les choses que je pense. Et parce que je pars du principe que les discussions les plus difficiles, c'est ce qui aussi renforce une amitié, une collaboration, au lieu de parfois dire des choses derrière le dos d'une personne. Et donc ça, c'est une carte qui me tient vraiment à cœur et c'est une des valeurs que c'est une valeur en tout cas dans mon système qui est très importante pour moi. Ok, hyper intéressant. On en reparlera aussi, je pense, dans le cadre des RH, du recrutement. Tu parlais d'avoir des discussions difficiles. Ouais. Je pense que ça serait intéressant de faire le lien aussi. T'en avec as choisi une autre ? Ouais, avec le rhinocéros. Et donc là, sur la carte, on va dire action, bon, je suis mi-saumon, mi-chameau, mi-léopard. C'est un mixte de 3 animaux. Le saumon, c'est que tu ne laisses jamais tomber. Et donc ça, c'est vrai. Et qui rejoint en fait le chameau qui dit tu persévères jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Et donc ça, c'est vrai que c'est une qualité professionnelle où voilà, j'abandonne pas, je vais jusqu'au bout, même si ça marche pas. Après, tu vois, je prends les conséquences qu'il faut. Et le léopard, j'aime bien parce que c'est un peu... moi, j'ai été biberonnée à l'environnement start-up et scale-up en tant que DRH et tu passes rapidement à l'action. Et donc, c'est ça va vite. On prend des décisions, on tombe, on se relève, on avance. Mais le plus important, c'est d'aller vite, c'est la vélocité. Et c'est une qualité, en tout cas, qui m'anime aussi profondément. La détermination et l'action, en tout cas. Exactement. Le passage à l'action. Voilà. Okay. Avec l'émotion qui est sur la transparence, l'authenticité et parfois d'avoir des discussions difficiles. Ouais. Ok, tu as une carrière de combien d'années dans les RH, Maude ? Écoute, moi j'ai été diplômée en 2013, donc moi je suis un pur produit des RH. J'ai grandi notamment dans l'apprentissage, parce que j'étais paumée comme gosse. Je viens du sud-ouest de la France, dans une famille profondément agricole. Et donc le voyage de l'année, je dis toujours ça, c'était d'aller à Paris, qui est déjà, tu vas dans la capitale, voilà, tu as réussi. Voilà, c'est un peu les stéréotypes de l'époque. Je pense que les choses ont changé et c'est tant mieux. Mais j'ai eu une grosse crise donc j'ai... À 13 ans, 14 ans, j'ai appris que j'aimais les femmes, en tout cas que j'avais une attraction sur les femmes, et donc j'ai une vraie crise identitaire pendant 10 ans, et c'était mon objectif premier pour moi, c'était de trouver l'amour, c'était une obsession, c'était d'être pleinement amoureuse dans mon quotidien, et donc les RH, j'étais paumée, je savais pas ce que je voulais faire, je voulais aider les autres, je voulais faire à la base de l'humanitaire. Okay. Je me souviens, j'avais pris une chambre étudiante 9 mètres carrés à Marseille parce qu'il y avait donc le diplôme que j'avais envie de faire, et en octobre le doyen j'avais pas de nouvelles, je dis c'est bizarre, j'ai pas de nouvelles en fait de
de mon doyen. Et là, en fait, on reçoit un email en disant en fait que le diplôme n'aura jamais lieu. Et donc là, c'était dur parce que dans l'humanitaire, c'est ça? Ouais, tu vois, ils faisaient des diplômes pour. Mon objectif, c'était d'être chef de projet et j'avais une association qui était Action contre la faim, qui m'animait. J'avais même postulé après à Londres pour cette association. J'avais vraiment envie de devenir chef de projet, d'aller dans les pays, monter des puits. Voilà, tu vois, je m'étais dit que c'était un bon moment, un bon moyen de partir à l'étranger et d'aider les autres. Et puis, bon, là, ça s'est pas fait. Et donc, j'ai rebondi, en tout cas, dans les RH. C'est des copines qui m'ont dit, vas-y, tente l'aventure. Et donc, j'ai commencé avec l'apprentissage qui m'a permis vraiment, moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'action, de concret. Et donc, je marche pas bien dans des choses théoriques. Et c'est comme ça que j'ai arrivé chez Safran, avec qui j'ai grandi. J'ai une super mentor, Lucie Morisset, à Poitiers, qui était inspirante. Je me suis dit, waouh, je veux être comme Lucie, en fait, plus tard. Et après, voilà, je voyageais, voilà, je suis partie à Londres. Peut-être qu'on reviendra sur ces sauf si tu veux que je raconte toute l'histoire. Vas-y, t'as voyagé à Londres. Ouais, voilà. Donc j'ai une crise d'identité, donc j'ai eu la chance. Donc j'ai rencontré ma femme en Moldavie. Ok. Et même pour te dire, je priais tous les soirs en me disant, je veux trouver l'amour de ma vie. C'était une obsession. C'était une obsession. Ouais, c'était vraiment, tu vois, j'avais 21 ans, quoi. Tu vois, donc pour moi, c'était vraiment l'amour. En fait, j'avais aucune ambition à l'époque professionnelle. Voilà, Lucie, mon apprentissage, c'était un peu plus tard, mais voilà, donc j'avais. Pendant mes 2 masters, j'ai fait une année sabbatique en Moldavie. C'était toujours ce côté, tu vois, partir, aider. Donc, j'avais rejoint une association pour les accompagner sur la partie administrative. Et c'est là où notamment, j'ai rencontré ma femme avec et c'était trop bien. C'était le service européen volontaire. Donc, à tous les jeunes peut-être qui écouteront ton podcast, c'est qu'il y a plein de schémas, en fait, en France où on peut voyager, on finance. Donc, on avait une indemnité tous les mois. Ils prenaient en charge, en fait, notre voyage aussi. Trop bien. Trop bien. Et franchement, c'est des choses qui sont pas forcément connues. Et je me souviens, j'avais tanné mes parents. Ils me disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire en Moldavie? Mon père, il avait regardé plein de reportages. La prostitution, m'a dit, mais tu vas sur une plaque tournante. Mais qu'est-ce que tu fais, ma fille? Et en fait, plus tard, ma mère m'a avoué en disant, t'étais tellement perdue qu'on préférait que tu partes, que tu restes en Charente à tourner les pouces. Et donc, c'est là où j'ai rencontré ma femme. Et donc, ça fait 13 ans maintenant. Et c'est ce qui m'a permis vraiment une solidité profonde, émotionnelle. Voilà, donc, c'était en Moldavie, c'est en plein milieu de l'Ukraine. Donc, l'Ukraine a aussi a aussi, pour chez nous, en tout cas, une émotion particulière, parce que c'est là, finalement, on a eu le coup de foudre. Ouais. Et c'est quand il y a eu, en tout cas, les événements en Ukraine, on a été très touchés. On a accueilli notamment Natalia, qui était partie de l'Ukraine pour la recueillir, en tout cas, à Lisbonne, chez nous. Et voilà, coup de foudre, vraiment coup de foudre. C'est pas coup de foudre à Nottingham, c'est coup de foudre à Slasque, tu vois, en Ukraine. Ça n'a pas été simple, mais ouais, parce que 2 lesbiennes, c'est pas comme un homme, une femme, où le flirt, la drague peut se faire sereinement. Nous, on doit savoir si, en fait, t'es attiré ou pas par les femmes. Donc moi, quand j'étais jeune, je me suis pris plein de râteaux. Mais toi, tu savais que... En tout cas, tu avais quand même cette conviction que... Mais j'étais dans le closet, c'est-à-dire que j'avais pas fait encore mon coming out à l'époque, et Sonia non plus n'avait pas encore fait son coming out, donc on était 2 lesbiennes refoulées, et donc c'était difficile en fait, parce que tu sais pas finalement si l'autre, tu vois à quel moment en fait, c'est très compliqué, et finalement il y a eu plusieurs signes extérieurs, et c'est là où je me suis dit, oh, ça y est, ça arrive. Ça y est, je tombe amoureuse. Ça y est, l'autre tombe amoureuse de moi. Et donc, il faut que je vive mon rêve jusqu'au bout. Et donc, je devais rester 1 an en Moldavie. Donc, j'avais monté un projet de dingue. Parce que c'est toute l'administration française. Et là, en fait, moi, je restais 1 an. Sonia restait 3 mois. Elle était en fin de parcours. Et donc, on a eu 3 semaines très intensives émotionnellement. Et voilà. Et là, j'avais une décision. Elle part à Lisbonne. Et là, moi, dans ma tête, c'est mais qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la rejoins? Ou est-ce que je reste, mais potentiellement, j'ai pas vu mon rêve amoureux? Et donc là, je dis, allez, one life, c'est toujours mon moteur, c'est one life, one shot. Je dis, vas-y, on y va. Je quitte tout et je pars à Lisbonne. Mes parents, ils me disent, mais
qu'est-ce que tu fais, ma fille? Je dis, je vais apprendre le portugais, c'est une des langues les plus connues. Je raconte un peu des mythos. Et je pars sans rien. J'avais aucun plan. Et puis finalement, à Lisbonne... C'était il y a 13 ans, ça, déjà? Ouais, c'était il y a 13 ans, c'était en 2011. Ouais. Donc, tu vois, j'étais pas encore diplômée. Hein, tu vois, j'étais entre deux... Voilà, j'avais fait un premier apprentissage. Je savais pas trop où j'allais. Et Sonia m'a aidée à prendre confiance en moi aussi au niveau professionnel. Tu vois, c'est toujours avec ma meilleure amie. On se disait, ma meilleure amie que je connais depuis maintenant plus de 20 ans, on se disait, mais qu'est-ce qu'on allait faire de nos vies, en fait. Pour nous, le travail, c'était quelque chose d'assez... C'est hyper dur quand on est jeune de nous demander, surtout qu'à l'époque, ça n'existait pas d'avoir plusieurs carrières professionnelles. Tu choisissais une voie et finalement, c'était ta voie pour presque toujours. Toute ta vie, ouais. Et on te demande à 17 ans, alors que déjà toi-même, tu sais pas qui tu es, ce que tu veux, où tu veux aller. Qu'est-ce que tu vas faire pour tout le restant de tes jours? Donc c'est quand même... Et même plus tard, tu vois, il y a beaucoup de jeunes qui font des facs parce qu'ils sont perdus, parce qu'en fait, la recherche du travail, c'est la recherche de toute une vie, en fait. Le sens au travail, tu vois. Et on reviendra sur ces sujets-là, mais tu vois, aujourd'hui, il y a une statistique et 7% des Français se sentent engagés dans leur travail contre 21% dans le monde. Donc, en fait, on a une vraie recherche de quête de sens et de plus en plus, c'est pas quelque chose de générationnel parce que toutes les générations ont eu cette quête notamment de sens, mais c'est de se dire, en fait, comment faire de l'entreprise un moment fun. On passe 7, 8, 9 heures du travail au travail. Et donc, c'est vrai. Donc, moi, j'étais vraiment paumée. Et donc, c'est vrai d'avoir eu cette rencontre dans ma vie à 21 ans, de quitter... je me dis, après coup, mais j'étais complètement dingue. J'étais amoureuse. C'était quitte ou double, ça passe ou ça passe pas. Et heureusement, c'est un amour aujourd'hui qui est toujours présent. Et c'est ma première fan. Et c'est vraiment quelque chose qui me rend profondément heureuse. Ouais. Donc, ça fait 13 ans. Ouais. Il y a 13 ans, tu es partie au Portugal, à Lisbonne. Ouais. Là, tu y es toujours. Ouais. Donc, tu as quasiment toujours bossé finalement au Portugal. Alors, pas du tout, parce qu'en fait, moi, après, je suis restée. On a vécu 9 mois ensemble. Donc, ça a renforcé notre couple. Mais moi, j'avais quand même... cette culture de master, et mes parents, en fait, les notes étaient toujours très importantes à la maison, même trop importantes, parce que ça créait beaucoup de frustration et beaucoup d'énervement avec mes parents. Mais pour moi, j'avais mon job qui était, il faut que j'aille jusqu'au master pour rendre heureux mes parents. Et donc j'entendais toujours ma mère, il faut que tu aies ton master pour réussir ta vie. Donc, et c'est aussi, tu vois, là, j'accompagne aujourd'hui des RH ou des recruteurs, des recruteuses à prendre la parole sur LinkedIn, et notamment une cliente qui m'a particulièrement touchée, Léa, qui me disait aussi qu'il y a, même à son âge, à cette époque d'aujourd'hui, il y a toujours cette peur de pas avoir son master parce que on va potentiellement rater sa life, rater sa vie et potentiellement pas trouver d'emploi, alors que c'est faux. Et c'est ça aussi qui est important, mais qui reste ancré, nous, en tant que culture française, cette culture du master, et j'avais fait notamment un post dessus qui avait bien marché, c'est de se dire, en fait, non, l'objectif, c'est aussi, c'est d'essayer de trouver sa voie, et c'est la quête, notamment, tu vois, d'une vie. Mais ouais, donc j'avais cette obsession du master, et donc je me suis dit, bon, il faut que je retourne en France pour trouver un apprentissage. J'ai eu la chance d'avoir une de mes anciennes amies qui m'avait dit, bon, écoute, je pars de mon apprentapprentissage, postule. Ouais. Et donc, c'est là où j'ai rencontré Lucie, qui a cru en moi et qui m'a donné ma chance, notamment à Safran, pour apprendre le métier, en fait, concrètement. Et donc, on a eu avec Sonia une aventure de 2 ans de distance, tu vois. Et après, on est parti à Londres vivre notre amour au grand libre, enfin je sais pas comment dire, en grande liberté, parce qu'on sentait que l'Europe, le Portugal et la France, on n'était pas encore mature. Et Londres, je suis arrivée à Londres, c'était la folie. Des punks, je suis arrivée, je me souviens, ces grands tours. Moi, je suis provinciale, je suis jamais allée à Paris. Alors oui, je suis partie à Miami. J'ai eu une... notamment en licence, j'étais partie à Miami nourrir des lémuriens en fin de vie. Donc j'avais vécu déjà quand même
cette expérience du voyage, mais là d'arriver à Londres, c'était, mais je me souviens, j'avais le cœur qui palpitait. En plus, comme j'avais pas d'argent, j'avais pris le bus. J'avais pris le bus d'Angoulême à Londres, donc j'avais fait, je crois, 24 heures, même plus, tu vois. Donc c'était vraiment la folie. Et donc là, on a vraiment pu vivre un amour libre. Personne nous regardait, personne nous sifflait. On pouvait être vraiment qui on voulait et le monde était à nous. Et donc moi, j'avais 23 ans, donc j'étais tout juste diplômée de mon... Voilà, j'avais fait un VIE aussi à Bruxelles pour renforcer. Donc c'est là où je suis rentrée dans la marmite du recrutement et j'ai commencé ma carrière, tu vois, de RH dans le recrutement. Et Londres m'a permis, cette émancipation émotionnelle et amoureuse, et de deux, voilà, j'ai fait des cabinets de recrutement, notamment pour... des jeunes diplômés et après dans la robotique, et j'ai eu une première aventure entrepreneuriale, Internship Mapper, où j'avais mis en place voilà, un job board pour mettre en relation des étudiants en France pour trouver des stages à Londres. Et donc ça avait bien marché pendant 2 ans, et puis après j'étais retournée en CDI parce que j'avais encore cette quête de provinciale qui était d'acheter un appartement. Donc, et donc, d'avoir le CDI, le Saint Graal. Le Saint Graal de tout français. Voilà. Voilà, et donc j'avais envie de cette stabilité, on va dire, plus financière. Mais j'avais adoré cette première expérience entrepreneuriale à Londres. C'est là où j'étais rentrée dans la French Tech, dans la CCI aussi à Londres. J'avais noué aussi un réseau d'entrepreneurs là-bas. Cette... vibrance, et c'était de me dire waouh, je peux gagner plus que de 2000 € par mois, parce que moi voilà, on est ancré avec une culture en province où c'est de se dire bon, bah, ta vie c'est gagner 2000 € par mois. Et là je m'étais dit, avec l'entrepreneuriat, j'avais fait un mois à 7000 €, je m'étais dit mais waouh, en fait je peux bien gagner ma vie. Tu t'es rendu compte que c'était possible, quoi. Je me suis dit c'est possible ce nouveau mode de travail. Et en fait, c'était lié à une douleur, parce qu'en fait, j'avais quitté un job un petit peu dans la souffrance. Et je m'étais dit, bon, bah, si eux peuvent le faire, moi, je peux le faire dans le recrutement. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé l'entrepreneuriat grâce au recrutement, au placement. T'as commencé jeune, alors, en fait. Mais j'avais commencé à 26 ans, 26 ans. À l'époque, c'était déjà jeune, parce que maintenant, on a des personnes qui entreprennent de plus en plus tôt. Mais sauf qu'à l'époque, c'était pas aussi courant que ça. C'était pas aussi courant, c'est vrai que j'étais à 26 ans, quoi. C'est vrai. Et ça m'a permis, tu vois, de me former sur le marketing, sur le SEO, tu vois, sur plein de choses, de m'ouvrir à un monde hors RH autour de l'entrepreneuriat, et c'était vraiment chouette. Et après, j'ai rejoint un cabinet de robotique, et une start-up m'a appelé, un client m'a appelé pour me dire allez Maud, on vient de lever 3 millions, est-ce que tu veux nous accompagner de passer de l'entreprise de 15 à 80? J'arrive à Paris. Paris, pour moi, dans ma tête de provinciale, ça pue le pipi, je vais mourir. Enfin, voilà. En plus, j'emmenais avec ma femme. Elle restait, voilà, on avait un deal. Elle faisait 2-3 jours à Londres et après elle me rejoignait à Paris. Mais tu vois, à Paris, on s'est fait siffler, on s'est fait embêter, on nous a demandé des plans à 3. Enfin, on s'est dit, mais on arrive où C'est dingo, ça. Mais justement, en fait, tu parlais de faire ton coming out. Tu l'as fait, enfin, on va dire, dans la sphère plus privée. Privée, ouais. Et dans la sphère professionnelle, comment ça s'est passé? Est-ce que tu l'as fait tout de suite? Quelles ont été les réactions? Ça a pris beaucoup de temps dans la sphère pro, donc je l'ai fait en fait à Paris. Je pense que c'est mon CEO un jour. En fait, je me suis mariée en 2018 et je lui demande, donc je demande des congés de mariage. Et il me dit félicitations, tu vas te marier, etc. C'est qui l'heureux élu? Et là, je lui dis mais en fait, c'est l'heureuse élue. Donc en fait, donc là dans ma tête, j'avais 30 secondes pour décider est-ce que encore je mens ou est-ce que j'assume. Tu vois, j'assume en tout cas que comme quoi, ça y est, je me marie, quoi. Donc, j'assume, en fait, mon mariage. Et voilà. Et donc, ça s'est passé comme ça. Et parce qu'en fait, mine de rien, et ça, c'est pas un combat. J'ai jamais voulu, en fait, c'est pas mon combat. En fait, je le vois pas comme un combat, mais comme être rôle modèle, pourquoi pas. Mais parce que ça doit être normal, en fait, pour moi. Ça doit pas être quelque chose d'exotique ou autre. Mais il y a encore beaucoup de préjugés sur les questions. Énormément, je pense. Est-ce que tu penses que ça a évolué quand même par rapport à ton époque? Non. Alors, ça a peut-être évolué parce qu'aujourd'hui, moi, les seuls rôles modèles que j'avais, c'était Tara dans Buffy et Tattoo, tu vois.
Je sais pas si ça te parle, Tatou. Si, si. On peut mettre la chanson de Tatou à fond, qui représente pour moi l'émancipation, Tatou. Mais aujourd'hui, tu vois, il y a Sex Education, il y a The L Word, il y a plein de séries où la communauté LGBT est représentée, et c'est beau et c'est chouette. Et donc, cette jeunesse d'aujourd'hui, est plus libre, je trouve. Mais en entreprise, c'est différent. C'est différent. C'est difficile, quoi. C'est très difficile. Il faut savoir que moi, quand j'avais fait notamment mon coming out sur LinkedIn, il y a beaucoup de femmes qui m'ont contacté en messagerie en disant « Bravo, moi, j'ose pas le dire dans mon entreprise. » Je me souviens de cette jeune femme qui était dans le BTP. Elle me disait « Mais moi, j'ai peur, mes managers, ils vont jamais comprendre. J'ai un enfant avec ma conjointe. J'ai peur des remarques, j'ai peur des... » Voilà. Et en fait, on est terrorisé en fait intérieurement et c'est dur. Et c'est dur. Et donc, c'est vrai que en tant que RH, on a cette responsabilité de malgré tout créer un environnement serein et positif, d'où d'avoir des rôles modèles aussi dans les entreprises, qui sont pour moi des leviers très forts en tant que RH, et surtout de libérer la parole sur ça, et que finalement d'arrêter de dire qu'il y a la vie perso et la vie pro, il n'y a pas de séparation entre les deux, que la vie pro nourrit la vie perso et vice-versa, et que les problèmes de la vie pro ont un impact dans la vie perso, et les impacts de la vie perso ont un impact dans la vie pro, et que l'objectif, c'est d'accompagner ça, parce que l'impact est concret. C'est la peur de prendre des congés, c'est la peur de mettre sa femme sur sa mutuelle. Et donc, il y a plein de conséquences, en fait, qu'on n'imagine pas au niveau RH, qui font que on va se brider en tant qu'individu en entreprise, parce qu'on a peur, parce que la libération de la parole n'a pas eu lieu. Et ça, c'est important. C'est vraiment important, et ça va prendre du temps, et c'est OK. Mais moi, je le vois pas comme un combat, tu vois. Et ça, j'ai jamais voulu... Parce que tu vois, on m'a beaucoup dit, c'était un ami qui m'a dit « Ah, mais tu sais, j'entends beaucoup de personnes qui disent que tu parles trop d'inclusion dans tes posts sur LinkedIn. » C'est vrai. Et pour regarder, tu vois, j'ai fait le comparatif. 7% de mes posts sont sur l'inclusion à la diversité. C'est juste que je pense que comme c'est un sujet que peu de gens abordent, du coup, ça devient un sujet marquant dès lors que c'est... Tout à fait. Que tu vas publier sur ce sujet-là, ça va être tout de suite remarqué. Mais en fin de compte, ça représente pas tant de... Ça représente pas ma ligne édito, je le fais parce que je pars du principe que j'ai ce devoir envers ma génération, la génération future. Comme moi, j'aurais adoré avoir des rôles modèles à l'époque pour me positionner, et voilà. Et donc c'est un rôle, on va dire, émotionnel, mais j'en fais pas aujourd'hui. C'est pas mon activité pro, c'est pas mon combat. Mon combat, c'est plutôt au niveau des RH et du monde de l'entreprise, et de faire en sorte d'émanciper les RH pour créer ce monde de l'entreprise plus positif, plus performant, plus inclusif. Ça, c'est mon combat. Le côté LGBT+, c'est plus c'est ton identité, c'est ça mon fait partie identité, de toi, et exactement. Du coup, tu le véhicules à travers ta personne, quoi. Exactement, tout simplement, c'est mon identité. Ok, très bien. Et du coup, tu as fondé une entreprise qui s'appelle le Temple RH. Oui. Tu nous en parlais un petit peu. Quelles sont vos activités, comment ça s'est monté, tout ça? Ouais, écoute, quand je suis arrivée à Paris, donc c'était en 2018, donc il y a fait la sphère start-up, c'était le plein boom à Paris, et donc je suis fière d'avoir je suis heureuse d'avoir fait ce move, parce que ce changement, parce qu'en fait ça m'a permis d'avoir cette vibration dans l'écosystème start-up. Donc j'étais biberonnée, donc dans la carte, j'étais biberonnée à cet environnement-là, avec donc Stanley Robotics, qui était cette start-up en robotique, puis après la Scale-Up Fairmoney, qui est une banque digitale pour les pays émergents, où là on est passé de 50 à 350 sur 3 continents. Wow. On était en Afrique, en Nigeria, en Inde, à Bangalore, et en Europe. T'as vécu l'hypercroissance, quoi. J'ai vécu l'hypercroissance avec les plus et les moins, mais c'était en tant que RH, en tant que DRH, c'était riche. Alors j'ai raté des trucs, j'ai réussi des super choses, et c'est à ce moment-là, en tant que DRH, que j'ai pris la parole sur les réseaux sociaux, et ça a super bien marché, parce que je partageais un quotidien, et puis j'en avais fait aussi un levier d'acquisition pour attirer les talents. Parce que c'est un vrai levier d'acquisition aussi pour les entreprises en termes de marque employeur. Et voilà, c'était en plein Covid. Je pense, comme beaucoup de personnes, je me disais, ça fait 13 ans que je naviguais dans les moments des RH. C'était quelles sont mes 10 prochaines années, en fait. Donc je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire
comme beaucoup de gens, je pense, pendant le Covid. Et c'est là où je me suis dit, on était en Andalousie avec ma femme, à Marbella. Et c'est là où je me suis dit, je vais tenter, je me relance dans l'entrepreneuriat. Donc, tu vois, je me suis dit, vas-y, je me relance. Et donc, c'est important de se dire aussi que c'est des cycles de vie. Tu vois, à 26 ans, j'ai monté une boîte, je suis revenue CDI parce que j'avais envie d'acheter, j'avais envie de stabilité financière. J'avais envie d'avoir une carrière aussi dans les RH. Là, j'ai fait ma carrière et je me dis, je repasse de l'autre côté avec cette richesse. Donc, en fait, il ne faut pas se dire dans la vie que tout est blanc et tout est noir. Je suis hyper d'accord avec ça. Je pense qu'il y a un peu ce truc de, il faut absolument, quand t'es entrepreneur, tu l'es pour la vie, mais en fait, non, il y a des périodes de vie, il y a des cycles de vie, il y a des moments où t'as besoin de plus de sécurité, de stabilité, et en fait, c'est ok d'être salarié, et c'est pas une insulte, quoi. Enfin, non. Tu vois, parfois, il peut moi, y avoir un peu ce truc, être salarié. J'ai adoré être salarié. J'ai adoré avoir des collègues, d'aller en soirée, de vivre en communauté, parce que l'entreprise, c'est un collectif. Et ça, faut pas l'oublier. C'est un collectif. Et donc, j'ai adoré être salarié. Et l'entrepreneuriat, c'est plus, mais aussi à des moins. T'as la solitude, t'as la pression financière, t'as l'insécurité. Et c'est vraiment 2 modes de fonctionnement qui sont différents. Mais je m'étais dit, à ce moment-là, pour moi, c'était let's go. Et donc, j'ai pris en fait les formats de freelance assez classiques en RPO, donc dans le recrutement et dans les RH, ça se fait très bien. Puis j'ai commencé par ce que je connaissais plus, c'était le recrutement. Donc, j'étais payée à la journée. Puis après, en tant que RH, parce que moi, c'est ça que j'aimais, c'était d'aider les salariés, d'aider les fondateurs à prendre leurs décisions RH, parce qu'on se doute pas. Mais les RH, il y a des dettes RH très fortes dans les startups, dans les scale-up et même dans les entreprises, que ça soit contrat de travail, que ça soit sur les parties salaires. Enfin, il y a plein de dingueries en fait qu'on se doute pas. Voilà. En RH, on me dit toujours, t'as un problème et quand tu lèves le tapis, t'as 15 problèmes en fait. Donc, c'est en fait, et c'est toute la beauté en fait de notre rôle, c'est on est vraiment les architectes en fait de l'entreprise et on doit prendre cette place stratégique dans les boîtes. Et donc, c'est comme ça que l'ambition est née, que j'ai rencontré aussi Thomas, qui est créateur, qui est ingénieur et qui était créateur aussi sur TikTok. On avait des visions qui se rejoignaient, des valeurs, parce que moi, mon système de valeurs est très fort. Tu vois, donc moi, c'est quelque chose très tôt dans l'entrepreneuriat que j'ai fait. J'ai identifié mes 5 valeurs sur lesquelles je ne transigerai pas, que ça soit avec mes clients, mais aussi avec d'autres personnes, mon écosystème autour de moi. Et parfois, j'ai des fois. Parfois, en tant que créateur, on peut aussi se tirer un peu dans les pattes. Moi, j'ai pas peur de dire les choses. Que s'il y a un problème, tu viens m'en parler. Et que je veux avoir des relations saines en fait avec les gens qui m'entourent. Et c'est comme ça que le Temple RH est né aussi de cette envie d'aider mes pairs RH. Parce que j'ai beaucoup de copines RH. 80% des RH sont en épuisement professionnel. Et donc, c'est comme ça qu'on a monté le Temple RH. C'est fou ça comme chiffre. Et c'est incroyable. 80% des RH. Donc, est-ce que disent en épuisement. On va pas faire de stéréotypes, mais quand même, il y a beaucoup plus de femmes dans ce milieu-là. Enfin, il y a 80% de femmes, et en fait, l'épuisement professionnel, et ça me choque pas parce qu'en fait, quand tu regardes les 5 dernières années du monde RH, on a eu l'hypercroissance des startups, la folie. Donc là, c'était l'hyper recrutement et l'onboarding, la culture d'entreprise, c'était intense. On a eu le Covid, où là, on est arrivé à un monde pompier, chômage partiel, une économie qui s'arrête, donc des entreprises qui sont en difficulté. Et donc là, les RH sont au cœur. Et en fait, les RH sont vraiment au cœur de l'entreprise. Et maintenant, où l'économie, l'instabilité politique, les plans les plans sauvegarde au niveau de l'emploi, il y en a beaucoup en ce moment. On entend Michelin et d'autres qui sont en difficulté. Les RH sont là. Les RH sont cette colonne vertébrale des entreprises, et on ne le dit pas assez. Sans les RH, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas d'employés, il n'y a pas de... Voilà, l'entreprise, c'est un collectif économique. Donc, il ne faut pas être dans le monde des bisounours. Et une entreprise doit faire de l'argent pour survivre dans le marché. Et ça, c'est clair. Mais il ne faut pas oublier l'humain à côté, qui est essentiel pour la performance, pour la croissance,
pour le collectif, pour aussi créer une histoire, hein, parce que l'entreprise n'est pas juste pour moi, l'entreprise, c'est un art, c'est un chef-d'œuvre d'un chef d'entreprise. L'entreprise, c'est un chef-d'œuvre, c'est de l'art, tu vois. Ouais, on peut voir ça comme ça, c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est un chef-d'œuvre, en fait, une entreprise. Et parfois, on le voit trop comme quelque chose de très froid. Voilà, de très quand tu vas dans des bureaux, dans des open space, c'est froid. Bah oui, c'est froid. Et du coup, je voulais rebondir sur tu parlais des RH qui sont la colonne vertébrale de l'entreprise, qui sont quand même un fondamental et tout. Et malgré tout, je trouve qu'il y a quand même beaucoup trop de préjugés sur cette population RH. On peut entendre que de toute façon ils comprennent pas les gens, que parfois on peut même entendre qu'ils servent à rien. Enfin, il y a quand même des choses horribles. C'est horrible. Mais comment on peut en arriver à avoir ce tel discours, en fait? Qu'est-ce qui véhicule ça? J'avais fait une vidéo TikTok qui avait buzzé sur TikTok, plus de 150 000 impressions, et les retours étaient horribles sur les RH. Il y a quelque chose, en tout cas, que nos aînés ont potentiellement raté, et c'est OK de le dire. Et moi, j'adore me confronter à la génération X et aux boomers, parce qu'ils ont fait des choses extraordinaires, mais aussi ils ont raté, en tout cas, ce lien de confiance entre les RH et les salariés. Je pense qu'il y a une focalisation plus sur défendre, entre guillemets, les intérêts de l'entreprise. Et donc, il y a une rupture, en tout cas, après, avec le lien des salariés. Et les RH, je dis toujours, c'est une fonction qui est schizophrène. C'est en fait, t'y vas quand ça va bien et t'y vas quand ça va mal. Et donc, ça crée quand même un déséquilibre. C'est est-ce que je peux faire confiance à ma RH, en fait? Et c'est une donnée qui est très forte. C'est en fait, les salariés, c'était une étude Segos qui disait que la note qui donnait à la confiance à leur RH, c'était de 5,5 sur 10, et que les salariés font plus confiance à leur manager qu'à leur RH. Et donc, on a raté quelque chose. Et ça, c'est OK. C'est en tout cas il faut faire en tout cas son état des lieux. Et c'est à nous, génération Y, de prendre, et on a besoin de cette transmission de la génération X et des boomers. Et moi, je suis contente. Là, tu vois, on avait envie de faire une levée de fonds communautaire avec le Temple RH pour accueillir des DRH dans notre capitale. Et je suis contente que j'ai des DRH de cette génération-là avec qui je vais pouvoir apprendre de ce qu'ils ont très bien fait, et aussi d'analyser et qu'est-ce que nous, en tant que génération Y, on peut faire pour améliorer les choses pour la génération là qui arrive aux portes de l'emploi. Et c'est ça, moi, qui m'anime, qui me donne des frissons. Tu vois, oui, parce que parlons-en de la génération Z, quoi. Voilà. Et en fait, ils ont mauvaise presse. Voilà, et ils ont mais alors que nous, on doit s'assurer de bien créer ce lien entre on est entre deux générations totalement différentes, mais pas opposables, parce que tout peut se nourrir, on peut tous apprendre des uns des autres, et la clé, c'est la transmission. C'est la générosité qui fait aussi une de mes valeurs, de mon système de valeurs, et pour le Temple RH. Donc, c'est d'arriver à créer ce lien. Et nous, génération Y, on a ce rôle de catalyseur. Intermédiaire, en fait. On est entre les deux. On est entre les deux, et je trouve ça génial. Et on a ce rôle à jouer. Et nous, on veut vraiment être ce temple. C'est pour ça qu'on l'a appelé ce temple. On va, entre guillemets, nouvelle génération. On veut former cette génération de RH sur les compétences d'aujourd'hui et de demain pour être prêt en entreprise. Mais parfois, de taper du poing sur la table avec des CEO, des PDG, de faire entendre notre avis au COMEX, au CODIR, et de prendre cette place qu'on doit prendre dans les entreprises, et d'aller accueillir notamment cette génération Z qui a envie de prendre sa place, de parler, d'échanger, qui est pleine d'innovation, de liberté, de flexibilité, de flexibilité, de créativité. Et on doit faire de l'entreprise un endroit où, sans rentrer dans le monde du bisounours, mais en fait, d'avoir de la créativité et d'être un endroit sécurisant. Et c'était le PDG notamment de Netflix, dans son livre Pas de règles, je sais plus, Règles, pas de règles, j'ai pas une très bonne mémoire des noms, qui disait en fait que le plus grand combat d'une entreprise, c'est d'aller à la chasse au process. En fait, le process tue la créativité, donc il en faut des process, c'est important pour pas être dans le chaos non plus, mais à la juste valeur, parce qu'en fait, et aussi cette génération a envie de créativité, d'innovation. Ils ont tellement à nous apprendre, ils ont tellement à apprendre aussi à l'entreprise.
entreprise. Ouais, après, c'est trouver un juste milieu, encore une fois, parce que moi, je trouve qu'une entreprise sans process, c'est quand même un peu compliqué. Enfin, tu vois, c'est chaotique. C'est chaotique. Moi, je l'ai vu dans les startups que j'accompagnais au démarrage, c'est chaotique. Quand tu as 250 salariés et que tu n'as pas de process d'onboarding dans la boîte et donc tu as des ratés de paye parce que y a un salarié qui n'a pas été payé, non, c'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible. Donc, il faut des process clairs, mais il ne faut pas non plus surcharger de process l'entreprise. Non, c'est sûr. C'est clair. Et donc, en fait, ce que je comprends, c'est que chez le Temple RH, vous faites aussi de la formation quelque part. Il y a plusieurs activités, c'est ça? Non, en fait, aujourd'hui, donc, on a évolué avec donc, le Temple RH, ça a 9 mois. Donc, c'est une entité quand même assez jeune. Mais tout de suite, on a eu envie... nous, notre objectif, c'est les RH. Donc ça, nous, notre point d'ancrage, c'est d'aider les RH. C'est d'accompagner les RH à se sentir bien, de mieux vivre leur quotidien de RH, qui vont après faire mieux vivre le quotidien des entreprises. Donc ça, c'est nous, c'est ce qu'on a envie de faire. Et donc, comment on le fait? On le fait par 2 choses. L'information, qui est aujourd'hui clé dans le monde dans lequel on vit. Donc ça, on veut monter un média, pas RH, mais un média sur le monde du travail. Et donc, les RH vont avoir leur voix, mais j'ai envie aussi d'avoir des salariés, j'ai envie d'avoir aussi des managers pour pouvoir réconcilier en tout cas tout le monde autour de la table, et des PDG, des CEO, des COMEX, et voilà. Donc ça c'est vraiment un objectif qu'on a avec le Temple. Et de l'autre côté, les RH qui sont les architectes que l'on doit former. Moi, en 15 ans de carrière, j'ai fait une formation. Ah oui, en fait, on est les cordonniers les plus mal chaussés parce qu'en fait, une des douleurs des RH, c'est le temps. On n'a pas le temps. On doit être pompier dans les situations de crise. On doit faire l'administration pour... on doit être stratège et business partner pour... voilà. Donc, on a une multitude de rôles et donc l'objectif, c'est d'enlever la partie administration potentiellement avec des outils d'IA et donc avec le pouvoir de la digitalisation dans l'automatisation et de pouvoir former des RH plus sur la partie stratégique que administrative. Donc ça, c'est un des enjeux en tout cas de notre génération à nous. Mais c'est de devenir le centre de formation de prédilection des RH et donc de les former via de la vidéo, via du contenu, via de la formation, des bootcamps, des ateliers. Ça, c'est ce qui nous anime en tout cas au Temple RH. Ouais. Génial. Écoute, je pense qu'on pourra faire plein de choses ensemble. Ma cible, c'est vrai que moi, je travaille avec les RH parce qu'en fait, je vends des formations, en général, ça va être mes interlocuteurs, ce sera des RH, et je vais plutôt former des collaborateurs. Mais c'est vrai que c'est sur des sujets soft skills, humains, leadership, gestion des émotions. Donc, en fait, sur lesquels, finalement, les RH sont aussi concernés. Mais en t'écoutant, je me rends compte que je n'ai jamais des RH en formation. C'est incroyable. Et maintenant que tu le dis, c'est dingue. Oui, en fait, nous, on prend soin des autres. Mais qui prend soin de nous? Et en fait, moi, c'est ça qui m'anime, c'est prendre soin des RH. J'aime ma communauté. Les RH sont fun. Les RH sont positives. Les RH ont envie de faire des choses. Les RH, voilà. Et donc, il faut arrêter. Et après, c'est à nous de reconstruire cette image-là. Et oui, parfois, on est porteur de mauvaises nouvelles parce que il faut pas... la vie... Il y a des mauvaises nouvelles et il y a des bonnes nouvelles. En fait, il faut arrêter en France d'être aussi dans ce côté-là où on est parfois trop dans la protection et pas assez dans la réaction. Et parfois, on peut être trop cocooning avec nos salariés, mais c'est de se dire, à un moment donné, l'entreprise, ça va, il y a des moments ça va, il y a des moments ça va pas. Puis, il faut savoir en discuter, il faut savoir casser parfois la peur de dire les choses, en fait, de dire que ça va pas. Puis l'entreprise, ça reste un lieu de travail. Bien sûr, on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Moi, je trouve que c'est important. Mais après, ça reste aussi un lieu de travail. Et tu vois, moi, typiquement, j'étais dans une boîte où souvent on disait on est une famille. Et moi, je trouvais ça très bizarre. Moi, j'étais là, mais je veux pas que vous soyez ma famille. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve ça même limite un peu malsain parce que ça crée une espèce de dette émotionnelle, de relations qui sont pas professionnelles, quoi, tout simplement. Donc, je sais pas si c'est encore courant d'avoir ce discours de famille, mais en tout cas, je pense que c'est malsain. Tu l'entends. Et je pense qu'en fait, l'entreprise, c'est pas une famille, c'est un collectif. C'est un collectif où on va pouvoir s'émanciper parce que l'être humain s'émancipe sur différents secteurs de sa vie. Et le travail, c'est une émancipation dans ce quotidien.
les hommes et les femmes et tous les genres ont envie, aiment faire bien les choses. Tu vois, la reconnaissance, c'est tellement important de dire merci, c'est super bien ce que tu as fait. Merci pour ton travail. C'est tellement sous-coté aujourd'hui. Et tu vois, et donc je pense que l'entreprise, c'est pas une famille, c'est un collectif d'émancipation où on peut vraiment avoir une vision. C'est pour ça que je te disais que c'est un chef-d'œuvre, une entreprise. Parce qu'en fait, il y a une vision. On oublie trop la vision. La vision de l'entrepreneur, de l'entrepreneuse. Ou la vision, tu vois, par exemple, Renault, c'est 150 ans d'histoire. À la base, c'est une famille. Et après, c'est des hommes et des femmes qui reprennent cette culture d'entreprise-là, tu vois. Et donc, il faut la rénover, il faut en prendre soin. Et elle change d'une époque à une autre, tu vois. Ouais, c'est clair. Et c'est ça, c'est clair. Tu prends une IA, elle va pas te créer une entreprise, quoi. Enfin, ouais. Tu vois. Ouais. Ça reste, s'il n'y a pas d'humain, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de collectif, il n'y a pas de vie, quoi. Il n'y a pas de vie. Tu vois, là, on accompagne aussi notre entreprise qui est la Société des Bains de Mer à Monaco. C'est 150 ans d'héritage dans ce territoire. Et en fait, c'est de se dire, et en fait, nous, on doit faire vivre ce chef-d'œuvre. Tu vois, de décennie en décennie avec cette vision. Et donc, il ne faut pas oublier que l'entreprise, c'est un chef-d'œuvre, c'est un laboratoire d'idées, d'essais. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention au process. C'est de l'innovation. Et en interne, il faut aussi faire vivre cette innovation, cette créativité, cette liberté. Et c'est au RH. Et à tous les corps de métier, mais les RH restent cette colonne vertébrale, ces moteurs de projets, de lanceurs d'alerte, et c'est ce rôle-là qu'on doit aussi prendre nous en interne, et c'est ce qu'on a envie d'aider à faire. Ça va prendre, c'est la mission d'une vie, ça va pas se faire d'un claquement de doigts. Mais c'est de réunir des DRH, des fondateurs, autour de nous pour faire vivre en tout cas cette mission-là grâce à l'information et à la formation. Ouais. Information et formation. Ouais. J'ai vu aussi que c'est l'année dernière, vous avez fait un festival. Oui, c'est incroyable. Ouais. Tu peux nous en dire plus sur ça t'est venu d'où cette idée et qu'est-ce qui s'est passé dans ce festival? Ouais, c'est fou ça. C'était vraiment fou, mais c'est pour dire que, en fait, moi, je suis une Charentaise. Je suis très fière de mes origines. Je suis très fière d'être française. Et c'est pas d'être chauvine ou chauvin de dire ça, mais je suis très fière d'où je viens. Et c'est de se dire que tout est possible, en fait. Et c'est pour ça, le léopard, non, c'était quoi? C'était le saumon. Voilà, le saumon. Tu ne laisses jamais tomber. C'est toujours de se dire, si on a ce feu-là, si on a envie de faire des choses, même si au début, ça paraît un tout petit truc, c'est des gouttes d'eau, c'est ce que je dis tout le temps à ma communauté, des gouttes d'eau forment des océans, et c'est ensemble, un par un, en se prenant la main qu'on va arriver à faire des choses. Et donc le festival, c'est la conséquence d'un collectif, c'est la conséquence d'une vision, c'est la conséquence de l'entraide, de la solidarité d'une communauté RH autour d'un projet aussi dingue qu'un festival. Moi, je suis du Sud-Ouest, donc j'ai fait beaucoup de festivals. Ouais. J'ai une adolescence assez chaotique, donc j'ai fait beaucoup la fête. J'adorais ça. Et c'est vraiment, pour moi, toujours ce catalyseur, cet entre-deux entre la vie, c'est fun. L'entreprise, ça peut être fun. Ce côté un peu bisounours, et c'est OK parfois de l'être. Et le côté un petit peu plus sérieux, c'est un peu deux forces, le chaos et le cadre, tu vois. Ouais. Donc c'est ça que j'ai voulu mettre dans le festival, c'est le chaos et le cadre. Et donc le chaos, c'est l'environnement du festival, la fête que l'on a fait jusqu'à minuit avec un DJ qui était un ancien RH qui se reconvertit dans DJ avec du rap, avec du one man show, mais aussi l'écosystème avec des food trucks, des chapiteaux, des tipis. On est à l'air libre, on est avec la nature, on a eu aussi une tente alternative avec des choses un petit peu loufoques. Ça c'est le côté l'art, et j'aimerais pour la seconde édition qu'on aille encore plus loin sur cette partie art, créativité et le cadre RH, et ce qui est normal, la formation, l'information, des conférences, des ateliers, Trop bien. Il y avait combien de participants? On a eu 250 personnes. Wow. C'était vraiment chouette. Alors, il y a eu
il y a eu des ratés. C'est une première, c'est quoi. Une première, temps, voilà. Il y a eu, mais ce que j'étais fière, c'est que la communauté RH était là. Des gens m'ont fait confiance et moi qui reste quand même assez, comme je te dis, j'ai toujours cette image de moi. Je suis une Charentaise, tu vois, donc. Puis je trouve que c'est une belle preuve de reconnaissance aussi vis-à-vis de ton travail et de la crédibilité que tu peux avoir sur ton sujet. Ouais, c'est ça. Tu fais un travail important de création de contenu, t'es hyper assidu, c'est toujours pertinent ce que t'écris. Ouais. Donc en fait, finalement, c'est aussi la conséquence, comme tu disais, de tout ça. Donc c'est vrai que ça m'a fait peur parce qu'en fait, c'est de te dire, c'est courageux, c'est audacieux, et je suis contente parce que j'ai des partenaires qui m'ont fait confiance. Florent de We Feel Good, Joanne de Jarvie, Myriam de Kenda, Paul de Talent et Geoffrey de Wobby, tu vois, et c'était mes 5 premiers partenaires, ils m'ont fait confiance et l'importance des marques. Tu vois, là, t'as Conto qui promeut l'entrepreneuriat féminin. C'est de se dire, en fait, on peut tous bosser ensemble, on peut tous travailler ensemble et on peut tous monter des projets de ce type d'envergure. Et je trouve ça inspirant, en fait. Et donc là, l'édition 2 va arriver, encore dans un lieu encore plus beau, plus joyeux. T'as déjà un peu l'idée de date? Voilà, 2 et 3 octobre. Donc nous, on s'ancre sur cette partie automne, puisqu'on on verra si on l'avance un petit peu dans le temps, mais on aime bien finalement octobre où c'est la rentrée, on ancre des connaissances. C'est souvent une période qui est un peu difficile à fin d'année où là, tu vois, on avait beaucoup de retours de RH qui nous disaient c'était un souffle d'air dans ma fin d'année. Ça m'a fait du bien, je me suis défoulée. Il y avait beaucoup d'amour. Et en fait, c'est ça. En fait, nous, le festival, c'est vraiment il faut de tout, il faut différentes typologies d'événements. Tu vois, là, j'étais à HR Tech hier, donc c'est une grosse conférence à Porte de Versailles, c'est immense, etc. Il en faut. Nous, l'objectif, c'est ça, c'est cette liberté. On va se concentrer sur l'individu RH. C'est ça qui va nous intéresser au festival RH. C'est l'individu et l'objectif, moi, d'avoir ces retours-là, liberté, fraîcheur, rigolade, fun, amour. Enfin, tu vois, c'était vraiment sympa de se retrouver tous ensemble. Puis de créer des connexions entre des personnes qui ne se connaissent pas forcément, mais qui ont le même métier. Donc... Exactement. Ok, trop génial. Et là, si tu as est-ce que tu as... Ce serait quoi tes projets les plus fous pour Temple du RH? Je pense que tu vois, l'imagination n'a pas de limite. Tu vois, je pense que notre média, on a vraiment envie de faire quelque chose de sympa. Tu vois, donc on a besoin d'aide sur ce sujet-là. Vous êtes 2 associés, c'est ça? Voilà, j'ai Thomas et moi. Et puis là, l'objectif, c'est d'avoir des advisors autour de nous, parce qu'en fait. Je trouve que l'aventure est plus fun en groupe. Et en fait, on a tous à gagner, être tous ensemble, que chacun de son côté. Et donc là, j'ai la chance, j'ai des DRH qui vont prendre des parts au capital. Et aussi, c'est de se dire, ensemble, on participe. C'est pas, l'entreprise, c'est un chef-d'œuvre. On a envie que le Temple RH, ça soit un chef-d'œuvre pour les RH. Et donc, pour nous, le média, ça va être quelque chose d'assez. On aimerait faire des choses assez folles. Sur nos formations aussi, concrètement, faire des choses un peu qui cassent un peu les codes, tu vois, donc réfléchir, essayer. Donc c'est pour ça que pour nous c'est important d'avoir ce groupe d'advisors pour se dire ok, jusqu'où on peut aller, tu vois, aussi dans la formation. Et après sur de l'événementiel, j'aimerais bien donc le festival RH déjà l'ancrer en tant qu'événement incontournable pour les RH et de le faire grandir et grandir et grandir. Donc je pense que l'objectif c'est de se concentrer parfois sur un projet. Donc ça c'est un peu le projet le plus fou. Mais et après d'autres idées qui viendront. Mais déjà je pense que on a pas mal à faire, tu vois. Moi, je me dis toujours, on peut tout faire, mais pas en même temps. Voilà. Faut savoir se focusser sur certains projets pendant une période de temps assez intense. Voilà. Et après, passer à autre chose. Construire les choses. Voilà. Et donc, je pense que déjà, me concentrer. Tu vois, là, j'étais à HR Tech. Il y avait la communauté du Temple qui est là. On a mangé au resto. Et là je me dis ça prend forme, ça commence à prendre des gens qui ont et donc finalement aussi t'attires les personnes qui te ressemblent malgré tout au début, et je suis contente parce que Valentine, Ségolène, Jérémy, Christelle, toute cette communauté qui nous font confiance, parce que c'est ça, c'est une question de confiance quand on démarre. Tu vois, je regarde. Ça, c'est des RH que tu viens de citer. C'est des DRH c'est des DRH qui nous font confiance au Temple. Et toi, je regardais hier Jacques Mus, Simon Porte Jacques Mus, tu vois, qui disait que lui, quand il a commencé ses créations,
c'est Karl Lagerfeld, excuse-moi, ça me fait pleurer, excuse-moi. C'est Karl Lagerfeld qui lui a osé lui donner un œil à son art. Et en fait, si on n'a pas cette confiance entre nous, enfin, on n'arrivera pas à créer des choses, tu vois. Et donc, je me dis, cette confiance, elle est à prendre avec force, parce que moi, j'ai de la chance d'avoir des DRH qui me font confiance aujourd'hui. Et j'espère encore avoir de futurs DRH de plein de grands groupes et d'entreprises. Parce que cette confiance-là, c'est ce qui fait que on lance des projets, on lance des entreprises, et on a besoin de cette confiance-là. Comme moi, demain, j'aimerais faire confiance à des jeunes entrepreneurs, à des jeunes DRH, à des jeunes RH qui veulent faire des choses, parce que c'est dur l'entrepreneuriat, c'est dur de créer, et donc cette confiance-là, c'est pour moi un joyau, c'est mon joyau, et qui ancre mon système de valeurs, et que je suis redevable à vie de cette confiance envers les personnes qui croient en moi et qui croient en nous au Temple RH. Et je pense qu'il y a vraiment cette notion aussi de donner, recevoir, et que quelque part, enfin moi je crois beaucoup au karma. Et je me dis que quand tu reçois, c'est aussi parce que quelque part, à un moment donné, t'as su donner, sans même t'en rendre compte finalement, mais il y a ce truc-là, et j'y crois beaucoup, de l'univers, de donner, recevoir, et je suis assez d'accord avec ça. Et je pense que, tu vois, c'est pas faire preuve de faiblesse ou de vulnérabilité. De dire ces choses-là, c'est juste, tu vois, c'est juste être une personne dotée d'émotions et de sentiments, et de croire en soi, de croire en ses rêves. Et si on peut être tous ensemble autour de ça, c'est plus chouette. Et donc il faut pas avoir peur de cette vulnérabilité-là. Et parfois c'est dur dans les entreprises où on a été formaté dans des cadres durs, masculin malgré tout, sans rentrer dans les stéréotypes, parce que je trouve que les hommes ont aussi leur part d'émotions qui sont potentiellement aussi parfois mis de côté, et de retrouver, et donc se dire, ensemble, si on peut avoir des émotions, de tenter des choses, et c'est pas parce qu'on a des émotions qu'on n'est pas fiable. En fait, les deux vont très bien ensemble. Le côté, et toi, pour moi, c'était important sur tes cartes, il y a le côté émotion et il y a le côté action. Et donc, moi, je suis quelqu'un qui persévère, qui est déterminé, qui passe à l'action, qui lâche rien, mais j'ai des émotions. Je suis authentique, je vis mes émotions, je vis ma vie, quoi. Je trouve ça hyper intéressant, cette notion d'émotion, et notamment, en fait, pour moi, c'est dès le début dans les RH, c'est dès le recrutement, en fait. Et malheureusement, et j'espère que les choses sont en train de changer, j'avoue que moi, je n'ai pas forcément d'œil là-dessus, mais tu vois, dès le recrutement, quelque part, en entretien, t'as l'impression que tout le monde porte un masque, que les émotions n'ont pas forcément leur place. Tout à fait. T'as l'impression d'être dans une espèce de pièce de théâtre. Et moi, j'ai jamais été à l'aise avec ça, tu vois. Parce que je pense que personne n'est à l'aise avec ça. Personne n'est à l'aise avec ça, je pense que personne n'est à l'aise avec ça. Et je pense que même tu vois, je pense que personne n'est à l'aise avec ça. Et donc, c'est vrai que déjà, le premier contact, et donc l'importance de la marque employeur, et nous, on accompagne des boîtes là-dessus, c'est vraiment aussi, c'est la première image que tu renvoies à l'entreprise, c'est l'entretien. Déjà, c'est même pas l'entretien, c'est les offres d'emploi. Et déjà, quand tu vois des offres d'emploi qui sont toutes froides, qui sont sans émotion, qui sont sans, et avec la société d'Emmander, on voit le avant-après. C'est une boîte avec qui t'as bossé ? On voit l'avant et après des offres d'emploi, on sent une vision, on sent une émotion, et ça, en fait, l'art, l'écriture, c'est de l'art. Les offres d'emploi, c'est une partie d'art, parce que tu écris un bouquin, tu peux pleurer, tu peux rire, tu peux vivre un bouquin. Un film, tu l'écoutes, tu le regardes. Une œuvre d'art, moi, tu vois, parfois, je suis une fan d'impressionnisme, j'adore Renoir, et quand je peux passer 1 heure, 2 heures, ça saoule ma femme, juste à regarder la beauté des choses, tu vois. Et en fait, il faut pas oublier le chef-d'œuvre de l'entreprise. Il faut du cadre, il faut du sérieux, il faut ce côté un peu glace, mais il faut ce côté un peu chaotique, un peu fou, un peu rouge, un peu feu. Et donc la marque employeur doit aussi rayonner de cette façon-là. Et les offres d'emploi, le site carrière sont des éléments plutôt froids, et on peut en faire quelque chose d'assez feu, d'assez rouge. Et donc nous, on adore accompagner les boîtes à faire ça. Et c'est pareil pour la prise de parole des fonctions RH, de faire rayonner cette marque employeur, et de faire vivre cette authenticité finalement dans les entreprises.
Petite anecdote justement sur le recrutement. Moi, il y a quelques années, bon, c'était il y a longtemps, j'imagine que ça se fait plus. Enfin, je sais pas. Attends, mais tu faisais des dingueries, hein, tu sais, en entretien. Tu sais, moi, on m'avait fait passer un test de calligraphie, donc je devais écrire une lettre. Voilà, et donc il l'a donné au RH, et à partir de là, ils étaient capables d'analyser ma personnalité, qui je suis, ce que je fais. Et je me souviens que j'ai été recalée de toute façon de cet entretien, et j'ai jamais su pourquoi, et j'ai trouvé ça hyper froid, hyper froid, et puis hyper injuste en fait. Enfin, j'avais besoin de savoir qu'est-ce qu'ils avaient vu dans mon écriture. Après, l'objectif, pour moi, je dis jamais, c'est pas de bâcher. Faut pas bâcher. En fait, c'est que derrière, il faut comprendre toujours pourquoi, la raison derrière. J'ai pas le temps. J'ai X trucs à faire dans mon rôle. Il y a toujours une conséquence derrière de cette action-là. Et potentiellement, c'est pas volontaire. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, sauf que quand t'es candidat, en vrai, tu fais pas gaffe à ça. Tu fais pas gaffe à ça. D'où l'importance d'être vigilant et exigeant avec soi-même. Et donc, nous, c'est l'objectif de la fonction, c'est d'en faire une fonction bienveillante, avec attention au galvaudage, mais une fonction positive. Et aussi une fonction exigeante, c'est-à-dire que donner des retours à des candidates et à des candidats, c'est le minimum vital en fait. Et aujourd'hui, on n'a pas d'excuses parce qu'il y a des outils qui font ça, qui nous aident à amplifier notre force, tu vois, en interne. Mais voilà, la calligraphie, les choses comme ça existe parce que en fait. En France, on a cette peur de mal recruter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a un droit du travail qui est très dur pour les entreprises. Il faut un juste milieu. Tu vois, moi, j'ai vécu en Angleterre et c'était trop flexible, c'est-à-dire que moi parfois je pouvais voir des salariés partir à 14h sans dire au revoir, ils prenaient leur boîte et ils partaient, donc il y a un juste milieu à trouver, mais c'est vrai que le droit du travail en France est quand même assez rigide, assez dur pour les entreprises et pour les startups, pour les entrepreneurs, pour les artisans, on est en France, c'est dur. Et c'est même déconstructif de la créativité et de l'innovation en France. Et donc ça, c'est un fait. Et donc en fait, on met cette pression autour du recrutement, on met cette pression autour des chefs d'entreprise ou des artisans, des commerçants sur le recrutement, parce qu'un mauvais recrutement... ça coûte cher. Ça coûte cher, ça a beaucoup d'impact financier, ça peut couler des boîtes. Et donc, il y a cette conséquence-là qui fait que on va utiliser tous les outils. Voilà. Et donc, si la calligraphie peut nous aider, si des tests de personnalité peuvent nous aider, si machin peut nous aider, voilà. Et donc, on va aller un peu sur ces pratiques un peu woke du recrutement. Moi, j'en suis assez critique parce qu'il faut nourrir cet esprit critique. Je pense qu'on peut les utiliser pour nourrir des décisions, mais ça ne doit pas être des conséquences. C'est clair. Des conséquences. Et malheureusement, beaucoup d'entreprises peuvent utiliser ces outils malheureusement à mauvais escient, et qu'un bon recruteur ou une recruteuse, c'est de faire des entretiens tangibles avec des questions qui sont liées avec des compétences, avec de l'évaluation, de soft skills ou de culture fit. Et donc, en fait, un entretien structuré avec une scorecard bien faite, c'est deux outils tangibles qui vont faire que votre recrutement est inclusif, positif et performant. Et on n'a pas besoin de calligraphie, on n'a pas besoin de tests de personnalité pour s'assurer qu'on fait un bon recrutement. En fait. D'accord. Voilà. Moi, je suis certifiée sur l'outil DISC. Oui. Donc souvent, on me demande est-ce que c'est un outil qu'on peut utiliser dans le recrutement, etc. Oui. Donc moi, je le déconseille. Oui. Après, vraiment, je veux dire... La seule raison qui puisse faire qu'on peut l'utiliser, c'était en fin de processus, c'était entre deux candidats, que vraiment tu as besoin. Et encore, moi, la condition, c'est que je dis à condition d'expliquer le modèle aux candidats et de les débriefer sur leur profil, parce que ça me paraît être le minimum. En fait, tu peux pas juste faire passer un test et dire on vous prend ou on vous prend pas. Quoi. Tout à fait. Ouais. Donc voilà, mais jusqu'à présent je l'ai jamais fait, tu vois. Et encore parce que tu vois, tu peux avoir un profil rouge, ils disent bon ok, c'est le profil qu'on va rechercher, dominant, etc., fort de proposition, etc. Finalement, une personne bleue aurait pu aussi très bien réussir dans le poste en fait. Bien sûr. Et donc on commence à mettre des carrés dans des carrés, des ronds dans des ronds, et en fait c'est ce qui tue
la créativité, c'est ce Ouais. qui tue l'innovation, c'est d'avoir des clones dans les entreprises. On veut qu'une équipe de rouge. Et en fait, souvent, après, d'avoir que des équipes homogènes, c'est tout le Ah contraire. non, c'est pas bon du tout. Et Ouais. ça va créer potentiellement des équipes désorganisées, des équipes Totalement. toxiques à souhait, tu vois. Moi, je fais les rapports de groupe sur le disque. Ah, très Donc, bien. souvent, Ouais. je vais identifier où se positionne chacun des collaborateurs. Et l'idéal, c'est ce qu'on dit souvent, c'est d'avoir une diversité et d'avoir un maximum de diversité et de couleurs dans l'équipe. Ouais. Et à noter qu'en fait, t'es jamais une dominante. Enfin, t'es jamais rouge. En fait, t'es souvent rouge plus bleu et un peu de vert. Enfin, mais t'es pas qu'une couleur. Enfin, on est hyper complexe. On est des êtres humains. On peut pas être mis. C'est vrai que, voilà, moi, je trouve que le disque est puissant et qu'il peut amener plein d'informations, mais c'est pas à prendre au pied de la lettre. Et pour moi, c'est un outil de questionnement et d'introspection. C'est pas une vérité absolue et c'est pas à prendre, tout à au fait. pied de la lettre, quoi. Ouais. Donc voilà. Ouais. Pour d'autres pépites sur les recrutements. C'est les pépites sur le recrutement, il y en a plein. Et encore, et moi je veux bien appuyer sur là, c'est pas du bashing. Et ça, c'est important. Faut pas critiquer, pointer, parce que derrière, c'est peut-être une personne qui est pas bien formée, qui a pas forcément les codes, qui a pas forcément les outils nécessaires. Il y a des pressions de différents niveaux. Et ça, c'est vraiment un point important. Et donc, et nous, c'est notre mission au Temple, c'est pas forcément de pointer. Donc, on peut mettre en avant des situations rocambolesques et on peut dénoncer des pratiques. Mais l'objectif derrière, c'est pas de pointer du doigt ou de bâcher, c'est te dire ok, t'as besoin d'aide, comment je peux t'aider et de mettre en place, tu vois. En plus, c'est souvent comme les avis Google, c'est-à-dire que quand t'es pas content, tu vas le dire haut et fort et tu vas le crier sur tous les toits. Et quand ça se passe super bien et que c'est génial, tu vas pas forcément en parler. Donc c'est un peu ça, malheureusement, aussi que subit la profession, tu vois. Exactement. Voilà. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment important de faire ça. Et je pense qu'en effet, on est là sur un changement, un carrefour qui est assez excitant parce que on doit remettre à niveau nos compétences, on doit remettre à niveau les pratiques dans les entreprises. Et donc là, c'est excitant pour créer l'entreprise qu'on a envie de voir demain. Un petit quiz. Ah, trop bien. Ok, no stress. No pressure. Oh non, c'est pas un quiz de connaissances, t'inquiète. Tu préfères ça ou ça? Ça va, tu vois. C'est tu es plutôt open space ou bureau fermé? Aïe, c'est dur. Je pense qu'en tant que j'aime bien les bureaux fermés parce que des fois, l'open space, ça peut être vraiment le brouhaha, tu vois. Et d'avoir ton bureau ou avoir un bureau par équipe. Enfin, voilà. J'ai pas encore trop tranché. Donc, je te dirais mi-figue, mi-raisin, quoi. Mi-figue, mi-raisin. Fromage ou dessert en parlant de figue et raisin? Fromage ou dessert? Moi, je suis waouh. Moi, je suis friand de dessert, dessert plutôt sucré, alors. Dans tes projets, t'es plutôt marathon ou sprint? Moi, je suis plutôt marathon. Je crois vraiment à une vision longue, à une vision sur le long terme, au temps long. Et moi, en tant qu'être humain, demain, je sais pas, j'aimerais beaucoup aussi, à 40-45 ans, être maire d'une ville. Tu vois, ça, c'est un truc que j'aimerais beaucoup. Parce que je trouve que d'être maire d'une ville, je trouve que c'est le plus beau métier, en tout cas en politique, que tu peux faire. Parce que tu gères, c'est un peu comme gérer une entreprise. Ouais, c'est vrai. Tu gères un budget, tu gères des soucis du quotidien, tu peux organiser des festivals. C'est vrai. Et je trouve que pour moi, plus tard, tu vois, là, moi, j'ai vraiment mon ambition du Temple RH. Mais ça, c'est quelque chose qui me titille pas mal. D'être maire d'une ville un jour. Maire d'une ville. Shopping ou méditation? Shopping. Ok. Lève-tôt motivé ou oiseau de nuit productive? Je suis plutôt lève-tôt, Lève-tôt. Soirée karaoké ou jeu de société? Jeu de société. Ah, c'est vrai? Ouais. Je t'aurais plus vu faire du karaoké. Alors, je peux autant... En fait, le karaoké, ça me va très bien, mais j'adore les jeux de société. Okay. J'adore la réflexion. Bon, je t'inviterai à une soirée karaoké. Ça marche. Silence pour bosser ou musique à fond? Silence. Céline Dion ou Beyoncé? Céline Dion. Ah, j'adore Céline Dion. Ok. Tout doux papier ou outil de gestion? Outil de gestion. Ouais, surtout quand on travaille à plusieurs en équipe et tout. Et j'ai la chance d'avoir Thomas. Thomas, t'en as parlé un petit peu tout à l'heure de Thomas, c'est ton associé. C'est mon associé. Sans lui, il n'y aurait pas tout ça. Et big up à toi, Thomas, parce que
il est solide, il partage des valeurs extrêmement fortes, quelqu'un de très humble, de très généreux. Enfin, voilà, nos valeurs, en tout cas, sont vraiment alignées. Toute cette partie, voilà, ingénierie, systémisation des process, voilà. Et là, il m'a montré encore hier des trucs trop bien pour nous aider à aller plus vite et avancer sereinement. Ouais. Ça m'intéresse de savoir, est-ce que tu l'as rencontré et tu as décidé que vous allez vous associer, ou est-ce que tu pensais à t'associer et tu as cherché un associé? C'était en fait mon Internship Mapper, donc tu sais, mon job board d'étudiant de mise en relation. Donc en fait, Thomas, lui, il est sur TikTok, donc là, je crois qu'il arrive à ses 100 000 abonnés. Donc il donne des conseils pour les 18-24 ans. Donc j'adore ce côté carrière-emploi. Je trouve qu'on match pas mal. Et il m'avait contacté parce que j'avais dit, bon, en fait, je vais fermer le site. Est-ce que ça peut intéresser une personne de reprendre le projet? Parce que j'avais quand même fait pas mal de SEO. Tu vois, j'apparaissais sur stage à Londres, stage à Amsterdam, stage à Lisbonne, sur des premiers choix sur du SEO. Il y avait une plateforme, j'avais plein d'entreprises super intéressantes, etc. Okay. Et il m'avait contacté pour reprendre le truc. Okay. Puis finalement, ça s'était pas forcément fait. Après, voilà, on a commencé à bosser ensemble progressivement. Et puis, ça s'est accéléré. Quand j'ai eu l'idée du festival, c'était lors d'un co-living, il était là. Donc, c'est quelqu'un qui voilà. Et progressivement, on s'est associés et puis on a eu cette vision de ce centre de formation, parce que lui, il a fait beaucoup de formations aussi dans le passé. Et donc, on se rejoint bien finalement sur nos ambitions perso et nos ambitions pro. Ouais. Belle rencontre. Ouais, très belle rencontre. Et ça encore... Après, je suis pas quelqu'un de spirituel. Je suis assez cartésienne dans mon approche de la vie. Et potentiellement plus tard, j'irai sur... pas encore, mais je pense que j'aurai une attirance progressive. Mais à chaque fois que j'ai fait des intentions dans ma vie, que ça soit pour trouver Sonia, ma femme, j'avais fait beaucoup d'intentions en disant je veux trouver l'amour, je veux trouver l'amour, je veux trouver l'amour, je veux trouver l'amour. Et là, j'avais vraiment envie de trouver un associé. J'avais dit je veux trouver un associé. Okay. Vous savez ce qu'il faut faire si vous voulez chercher un associé. Et c'est ouf. En boucle. Et je sais pas. Je sais pas s'il y a des... J'en sais rien, mais je trouve que les intentions sont quand même assez... C'est hyper puissant. C'est hyper puissant. J'ai pas encore exploré ce côté-là tu vois, je sais pas si j'ai envie ou voilà, je suis quand même assez cartésienne dans mon approche de la vie, mais à chaque fois quand même j'ai fait des intentions positives. J'ai eu comme ça des moments où j'ai Thomas qui est arrivé dans ma vie. Après parce que tu vois, c'est des chemins aussi qui ont été pris, c'est-à-dire aussi, tu vois, c'est des conséquences de micro-actions. Tu vois, c'est mon côté cartésien qui revient. C'est la conséquence de micro-actions qui ont fait que j'ai pris la parole sur les réseaux, j'ai partagé des moments, donc et qui ont fait tu vois. Après, je trouve que c'est pas forcément. Je trouve qu'au contraire, poser une intention, pour moi, c'est quelque chose d'assez cartésien. Okay. Parce que si tu fais l'exercice de te dire, par exemple, pendant 10 minutes, je vais me concentrer que sur les objets verts, en fait, tu vas voir des objets verts partout, tu vois. Donc là, en quelque sorte, c'est un peu la même chose. Si tu dis, voilà, je focus sur ça et c'est une intention et je la remets en boucle, au final, à chaque opportunité où tu trouveras quelqu'un qui peut matcher, tu vas quelque part le sentir, ou tu vois, il y a ce truc-là. Ouais, mais c'est encore un travail. J'ai beaucoup de travail perso à faire, intérieur. J'ai beaucoup développé la partie business et la partie entrepreneuriale, mais c'est vrai que la partie perso, j'ai encore beaucoup de choses en introspection à aller chercher. Mais c'est vrai que les intentions, et donc très contente parce que je me dis j'ai vraiment envie de construire un projet collectif, mais trouver la bonne personne, c'est dur. Parce que j'ai aussi échoué sur cette partie-là. Et donc je suis très contente d'avoir Thomas à côté de moi, qui monte aussi, qui est super. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année ? Je pense que ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de former des RH, de former des entreprises qui ont envie, de retravailler leur marque employeur dans un premier temps, et puis de nous accompagner sur d'autres formations que l'on pourrait aussi construire. Et puis un super succès pour l'édition 2 du festival. On sera là au mois d'octobre. Un gros challenge. Vous cherchez des partenaires aussi ? On cherche des partenaires, on cherche des partenaires. Donc ce serait génial aussi d'avoir des partenariats autour de l'entrepreneuriat, tu vois, parce qu'on a aussi des RH de plus en plus qui se
se lancent à leur compte et qui veulent retrouver aussi ce côté liberté, construire une activité au service de sa vie. Donc ça, c'est une formation aussi qu'on va lancer prochainement pour accompagner les RH à se lancer. Parce que nous, on n'est pas forcément nous, on est des produits RH, donc on a fait des masters RH, on n'est pas forcément on n'a pas fait d'école de commerce, et donc se dire comment je construis une activité au service de ma vie, tout en ayant des objectifs financiers et aussi des objectifs intérieurs de valeur, c'est important, Donc, voilà. Donc Maud, on peut te retrouver sur LinkedIn, évidemment. D'autres réseaux, Insta aussi. Donnez-nous de la force sur la chaîne YouTube Le Temple RH, parce que c'est notre projet 2025. On a envie aussi de faire des reportages. Donc là aussi, s'il y a des partenaires qui veulent nous accompagner sur ces sujets-là, c'est chouette, Trop bien. Des reportages donc, sur la chaîne YouTube. Donc Temple RH. Temple RH, Sur LinkedIn, Maud Grenier. Maud Grenier, Sur Insta, peut-être aussi. Enfin, on va peut-être pas Maud tout Grenier, dire. En tout cas, sinon, on va vous perdre. Mais donnez de la force. Donnez de la force sur YouTube et sur LinkedIn. En tout cas, merci beaucoup. Merci Sonia. Merci de m'avoir donné l'opportunité de partager ma vision du monde. Avec grand plaisir. Et donc, on vous embrasse. Et bye à la bye. prochaine. Ciao. J'espère que le parcours de mon invité t'a inspiré. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts.